L'histoire commence sur une autoroute glaciale, où un bus de bureau transporte un groupe d'employés vers une station de ski. En chemin, le bus a un accident et tous ceux qui s'y trouvent périssent. Après être morts, tous les employés se réveillent dans un espace vide, où ils forment des files pour se préparer à la réincarnation. Parmi ces employés se trouve un homme nommé Arihito, qui regarde autour de lui et réalise que tous ses collègues sont morts avec lui. C'est un exceptionniste qui lui donne un téléphone et lui dit de demander un emploi à une guilde une fois qu'il sera réincarné, bien qu'il ne comprenne pas complètement. La femme le pousse dans un nouveau monde, dans un endroit appelé le pays des labyrinthes. Le pays a été construit à l'époque médiévale, donc Arihito a l'air extrêmement déplacé avec ses vêtements de bureau parmi le peuple commun. Il visite la guilde pour obtenir un emploi, où il trouve l'un de ses anciens collègues, Shirimiya. Elle s'inscrit pour un emploi de prêtresse et se retourne pour partir. Elle rencontre une femme appelée Alidia qui lui demande de rejoindre son groupe. Shirimiya explique qu'elle est nouvelle dans le monde, alors Alidia acquiesce puisqu'elle sait pour la nouvelle réincarnation. Cependant, elle explique que ses capacités en tant que Vengar rendent difficile pour les arrières de suivre son rythme, donc elle a besoin d'un nouveau coéquipier. En la regardant essayer de recruter Shirimiya, certains passants commencent à se moquer d'Elidia. Bien qu'ils pensent qu'elle est forte, ils lui disent que son équipe ne fonctionnerait jamais parce qu'Elidia a une condition étrange. Malgré leur découragement, Shirimiya accepte son offre. Alors Elidia sourit et part avec elle. Ensuite, la réceptionniste demande à Arihito s'il souhaite s'inscrire. Elle se présente sous le nom de Luisa et explique que dans ce pays, une personne n'est pas autorisée à entrer dans leur labyrinthe à moins d'être un chercheur enregistré. Arihito comprend ces mots, mais il lui demande d'expliquer davantage sur le pays lui-même. Luisa sourit, expliquant que les personnes qui meurent et se réincarnent sont envoyées au pays des labyrinthes pour vivre en tant que chercheurs. Avec les habitants natifs du monde, c'est le travail du chercheur d'explorer le labyrinthe. Réalisant qu'il est vraiment mort, Arihito a mal à la tête à cause du choc de ce nouveau monde. Inquiète, Luisa demande s'il a besoin d'un guérisseur, mais il la rassure en disant qu'il va bien. Il lui demande ensuite des informations sur l'enregistrement. Alors Luisa explique qu'il a une description de poste vide sur son téléphone. Elle demande à Arihito de remplir la description de poste qu'il pense être la meilleure pour lui, expliquant que leur pays permet à chacun d'effectuer les tâches pour lesquelles il est le plus adapté. Arihito hoche la tête, pensant qu'il devrait choisir un emploi qui est en forte demande dans ce pays. Luisa sourit et attend qu'il réfléchisse, se remémorant sa vie précédente. Arihito pense à son jeune patron, Igarashi, qui le faisait toujours travailler trop. Obligé d'obéir à son maître d'entreprise, le pauvre homme était stressé par ses bavardages tout le temps. Maintenant, dans ce monde, il a eu la chance de choisir n'importe quel emploi qu'il veut. Il décide donc de faire quelque chose de relaxant pour lui-même. Soudain, Igarashi apparaît derrière lui, surprenant le pauvre gars. Elle s'agace de sa réaction et dit que le monde médiéval ressemble à une grande fête de cosplay pour elle. Cependant, elle accepte son sort puisqu'il n'y a nulle part ailleurs où aller. Igarashi fait également un commentaire décontracté qu'elle ne s'attendait pas à chasser des monstres, ce qui surprend Hirohito. Comme il ne sait rien d'eux, elle explique que vaincre des monstres est en fait un travail important confié aux chercheurs dans ce monde. Elle l'avertit de choisir son emploi et son groupe très soigneusement, sinon il pourrait perdre la vie dans le dangereux labyrinthe. Ensuite, elle se demande quel emploi Arihito a choisi. De son temps en tant que son manager, Igarashi est habitué à compter sur lui pour obtenir de l'aide. Elle espère timidement qu'il peut choisir un emploi qui synergie avec sa classe. Alors Arihito commence à transpirer à grosses gouttes, pensant qu'il va devenir son sac de frappe dans sa nouvelle vie. Alors qu'il lui demande quel emploi elle a choisi, Igarashi note qu'il continue à lui parler en termes formels. Elle se sent contrariée qu'il soit si distant, espérant qu'il pourrait se rapprocher. Cependant, elle ravale sa fierté et refuse de le dire à haute voix. Elle dit à Arihito que son emploi est Valkyrie, donc elle peut manier des épées et des lances ainsi que de la magie spirituelle. Il est surpris par le nombre d'aptitudes qu'elle a choisies. Mais elle pense que d'avoir plusieurs rôles pourrait sauver à la fois sa vie et son emploi dans ce monde imprévisible. Elle dit aussi à Hirohito de s'assurer qu'il choisit des rôles différents pour éviter d'être remplacé par quelqu'un d'autre. Il la remercie pour le conseil, disant qu'il fera attention en rejoignant une équipe. Igarashi est surprise par sa réponse distante, puisqu'elle s'attendait à ce qu'il forme une équipe avec elle. Cependant, Hirohito est plus dense qu'une pierre, donc il continue à manquer ses indices. Finalement, elle est déçue et s'en va. Après son départ, Hirohito se demande pourquoi elle se comportait si étrangement. Luisa lui rappelle alors qu'il n'a toujours pas choisi de travail. Pour l'aider à décider, elle explique qu'il peut gagner des points de contribution grâce à son travail. Dans leur monde, les chercheurs peuvent gagner des points en collectant des trésors précieux, en battant de forts monstres et en sauvant d'autres chercheurs.
En plus d'agir comme une source d'argent, les points de contribution sont également utilisés pour classer les chercheurs sur le tableau des leaders du labyrinthe. Après avoir expliqué cela, Louisa dit à Argito que son téléphone enregistrera toutes ses actions dans le labyrinthe. Elle révèle qu'un classement de chercheurs est extrêmement important. Puisqu'ils déterminent leur statut dans le pays, les chercheurs de haut rang peuvent mener une vie luxueuse, tandis que les chercheurs de bas rang peuvent essentiellement devenir fauchés et être forcés de vivre dans une étable. En entendant cela, Hirohito décide de prendre sa sélection de travail encore plus au sérieux. Lors de l'incident précédent, il a entendu parler des arrières, alors il demande si c'est un emploi en demande. Loggia hoche la tête, expliquant que bien que les arrières soient des rôles importants, ils reçoivent moins de PV et de défense que les avant-gardes et d'autres rôles. Ainsi, peu de gens peuvent être un bon arrière. À cause de cette pénurie, il y a une forte demande pour les arrières dans la plupart des équipes. Après y avoir réfléchi, Arito pense que l'arrière est le meilleur choix pour éviter de se retrouver sans emploi, se demandant quelles compétences spéciales il devrait choisir en tant qu'arrière. Il écrit le mot sur l'écran du téléphone. Soudain, l'écran du téléphone s'illumine fortement et l'écriture d'Arito devient complètement illisible. Louisa est surprise par cela et jette un coup d'œil à son téléphone. Elle met ses lunettes et se concentre intensément, essayant de comprendre ce qui s'est passé. En fin de compte, elle rend simplement le téléphone à Arito et affirme que sa demande de travail a réussi. Naturellement, Arito réalise qu'elle fait seulement semblant d'être en contrôle et lui demande ce qui s'est vraiment passé. Dans un ton gêné, Louisa lui dit que normalement, tout ce qu'une personne écrit est accepté par l'application. C'est la première fois qu'elle voit ses caractères brouillés. Elle n'a donc aucune idée si Hirohito a reçu un rôle de soutien approprié ou non. Elle l'avertit également que l'application pourrait lui avoir donné des capacités aléatoires, réalisant qu'il pourrait ne jamais entrer dans une équipe avec des capacités aléatoires. Arito est complètement stupéfait. Heureusement, Louisa prend une certaine responsabilité pour sa situation et lui donne une carte de mercenaire gratuite afin qu'il puisse recruter un coéquipier pour lui-même. Ensuite, il regarde le téléphone dans ses mains pour examiner ses capacités. Il apprend qu'il a une compétence de soutien défensif, ainsi qu'une capacité appelée vue arrière qui lui permet de voir ce qui se trouve derrière lui. Après un certain temps, il pense à dépenser des points de montée de niveau sur ses capacités de soutien de récupération et de soutien défensif. Il décide alors de vérifier le magasin de la ville pour des potions et des objets de guérison avant de monter de niveau son soutien de récupération. Finalement, il ne monte que sa compétence de soutien défensif. Après cela, il visite le bureau des mercenaires. Il demande à la vice-chef, Layla, ce qu'il peut obtenir avec son ticket de mercenaire. Elle explique qu'il peut obtenir un serviteur demi-humain avec le ticket. Alors Arito se demande s'il peut obtenir un utilisateur de Vanguard. Layla lui dit qu'elle n'a qu'un seul Vanguard pour le moment, qui se trouve être une femme lézard. Elle lui dit que cette lézard est une rogue capable de porter un équipement décent. Donc, elle suffirait pour son premier voyage dans le labyrinthe. Espérant tester bientôt ses compétences, Arito lui demande de lui ramener la lézard. Pendant que Layla s'en va chercher le demi-humain, il se demande si la lézard ressemblerait à un monstre dégoûtant. À sa grande surprise, la fille lézard, appelée Derja, est en fait un enfant ressemblant à un humain. Alors que Layla la présente, elle explique que Derja était autrefois humaine, mais qu'elle est devenue demi-humaine après être morte dans le donjon. Dans leur monde, tous les chercheurs qui meurent subissent le même sort. Une fois qu'ils se transforment en demi-humains, ils perdent leurs anciennes personnalités et la capacité de parler. Maintenant, ils ne sont utiles qu'en tant qu'esclaves. Arito se sent mal d'avoir une autre personne sous son contrôle, mais Layla lui rappelle que les demi-humains n'ont de toute façon pas leur propre personnalité. Donc, il est légal de les utiliser. Elle révèle également qu'ils peuvent se battre en utilisant leurs instincts, donc il n'aura pas besoin de la guider pour chaque combat. Arito finit par accepter son explication et salue Derja, espérant former un groupe réussi avec elle. Pourtant, en se dirigeant vers le labyrinthe, il décide de ne pas forcer la petite fille à se battre. Après avoir testé ses compétences d'amélioration de défense, il espère revenir en ville. Bientôt, il atteint l'entrée du premier niveau du labyrinthe, appelé le Champ de l'Aube. Certains aventuriers expérimentés l'accueillent, pensant qu'il ressemble à une valkyrie japonaise qui est venue ici plus tôt. Arito réalise qu'il parle probablement d'Igarashi et suppose qu'elle a déjà formé un groupe. Le chef des chercheurs, appelé Ribalt, explique qu'il sauve des chercheurs échoués du labyrinthe pour gagner sa vie. Arito lui rend son salut. Curieux de savoir si le labyrinthe est vraiment aussi dangereux qu'il en a l'air, il explique que le donjon présente de réels dangers. Mais tant qu'Arito s'en tient aux monstres de bas niveau, il ira bien. Cependant, il l'avertit d'éviter les monstres nommés à tout prix. Arito apprend qu'en plus des monstres normaux, les monstres nommés ont des titres spéciaux et possèdent de puissantes capacités. Chaque fois qu'un monstre nommé rencontre un novice, c'est automatiquement une sentence de mort pour eux. Ribalt l'avertit de rester loin des monstres nommés.
Alors Harito le remercie pour le conseil. Ribalt lui dit alors de le contacter à tout moment s'il a besoin d'aide. Il explique que de nombreuses autres équipes de recherche patrouillent constamment dans les donjons, mais elles peuvent parfois manquer certaines personnes. Harito accepte tous ses conseils, puis descend dans le labyrinthe avec Derja. À l'intérieur, il trouve un champ luxuriant rempli de ruisseaux naturels. Après un peu de marche, il rencontre une étrange boule de coton qui roule vers lui. Harito vérifie son téléphone pour voir si c'est un monstre, mais la boule de coton commence à tourner à des vitesses moqueuses. Derz remarque immédiatement ses mouvements. Elle sort donc sa dague pendant qu'Harito est distrait. Comme la boule de coton n'est qu'un monstre de niveau 1, Harito ne se sent pas inquiet. Soudain, il se précipite vers elle à une vitesse aveuglante, mais Derja le bloque avec son poignard. L'impact de l'attaque l'écrase au sol et il est choqué de voir que le monstre a en fait blessé Derja. Malgré ses blessures, elle continue de défendre son maître. Alors que la barre de HP de Thérèse continue de descendre, Harito décide de passer à l'action. Il utilise sa compétence de soutien défensif, ce qui l'aide à bloquer complètement l'attaque de la boule de coton. Pendant que le monstre est retenu, il alerte Derja pour l'attaquer à son signal. Il attaque ensuite le monstre avec une fronde, ce qui lui donne la chance de le tuer avec son poignard. Bien qu'Harito se sente heureux de sa victoire, il est contrarié par ses blessures. Il lui demande s'il devrait partir pour l'aider à récupérer, mais elle secoue la tête. Ensuite, il s'excuse auprès d'elle et la remercie de l'avoir protégée, tandis qu'Harito promet de la soutenir à l'avenir. Il entend une femme crier de terreur. Après avoir vérifié le bruit, il trouve Igarashi et ses coéquipiers face à un monstre puissant. Rapidement, Hiruido descend pour l'aider, tandis que les coéquipiers d'Igarashi se plaignent de leur malchance d'avoir rencontré un monstre nommé Sito. Soudain, le monstre nommé, appelé Redface, se jette sur Igarashi et Hiruido lui crie de se mettre à l'abri. En réagissant au monstre, Igarashi utilise sa compétence Valkyrie, Mirage Step, pour éviter son attaque et sauver ses coéquipiers. Cependant, après avoir été escorté en sécurité, l'un des aventuriers qu'elle vient de sauver utilise un rouleau de téléportation pour quitter le labyrinthe. Lorsque le rouleau est activé, il téléporte l'homme et son coéquipier hors du donjon, mais laisse Igarashi derrière. En voyant cela, Harito réalise qu'Igarashi n'était en fait pas dans leur groupe, donc elle les a juste sauvés par bonté alors qu'ils l'ont laissé derrière. Il saute pour l'aider contre le monstre, mais Igarashi lui dit de rester en arrière. Il ignore son avertissement et attaque Redface avec sa fronde, mais le petit caillou ne lui fait aucun dégât. Igarashi se retourne et utilise un sort de foudre, mais même cela échoue complètement à blesser le monstre. Ensuite, il commence à tourner en boule et se dirige vers elle pour une attaque. En la voyant prendre une position défensive, Hiruito réalise qu'elle est à court d'énergie pour utiliser à nouveau Mirage Step. Bien qu'Igarashi essaie de parer l'attaque, Redface évite sa lance et l'attaque plutôt avec une plongée. Harito essaie rapidement d'utiliser le soutien défensif pour l'aider, mais le sort échoue car elle n'est pas membre de son groupe. L'attaque se connecte brutalement et Igarashi est projeté au sol. Ensuite, Redface se précipite vers Hiruito. Alors, Teregia intervient pour le défendre. Hiruito utilise à nouveau le soutien défensif, ce qui fonctionne et arrête complètement la charge du monstre. Voyant que ses compétences sont capables de bloquer le monstre, Harito se sent coupable de ne pas avoir accepté l'offre d'Igarashi de faire équipe à l'époque. À proximité, Igarashi encourage faiblement Harito à fuir pour sauver sa vie. Elle s'excuse d'être trop faible, mais il lui retourne ses excuses pour avoir échoué à la protéger. Ensuite, il se concentre sur le monstre, car son soutien défensif peut complètement bloquer son attaque. Harito pense que Derja peut tuer la créature s'il l'améliore avec sa compétence de soutien à l'attaque. Il dit à Derja de se préparer. Donc, lorsque Redface essaie d'attaquer à nouveau Igarashi, elle intervient pour le bloquer. Alors qu'elle se précipite pour attaquer le monstre, Harito renforce sa force avec sa magie de soutien, lui permettant de découper la bête d'un seul coup. Une fois le monstre vaincu, Harito pousse un soupir de soulagement à proximité. Rebuild remarque le combat, alors Harito dit à Derja de l'appeler à l'aide. Elle acquiesce, mais alors qu'Harito s'occupe des blessures d'Igarashi, elle remarque une étrange lueur provenant de sa poitrine. Harito regarde ses statistiques. Apprenant qu'il a monté de niveau après avoir vaincu Redface, il couvre le corps exposé d'Igarashi avec sa veste et la soutient. Il lui demande ensuite de rejoindre son groupe afin qu'il puisse utiliser sa compétence de soutien de récupération pour guérir ses blessures. Igarashi sourit à son attention, mais elle ne refuse pas son offre. Après s'être occupé d'elle, il se dirige vers le monstre mort et le range dans son inventaire. Derrière lui, Ribal et les autres portent la blessée Igarashi. Ensuite, Alidia apparaît aussi avec Suzuna. Surprise par le tumulte,
Haruhito explique qu'ils viennent d'avoir une rencontre avec un monstre nommé, ce qui la choque. En général, une boule de coton à visage rouge est assez forte pour détruire des groupes de niveau 3 à elle seule, donc il est extrêmement surprenant que le niveau 1 Haruhito l'ait vaincu avec juste son mercenaire. Impressionné par ses capacités, Lydia se présente à lui. Suzuna regarde de côté, se demandant si la personne blessée est quelqu'un qui s'est réincarné avec eux. Haruhito hoche la tête, mais il la rassure en disant qu'Igarashi guérira grâce à sa compétence de récupération. En entendant cela, Lydia est une fois de plus surprise, car les arrière-gardes n'ont généralement pas accès à une grande variété de compétences de soutien. Haruhito comprend qu'un arriéré bien équilibré comme lui est très rare, mais il refuse d'élaborer, car il ne veut pas qu'Lydia le recrute. Il se retourne et s'en va, retournant à la guilde des mercenaires pour remettre Derja. Layla dit à Derja de lui rendre ses armes avant de revenir, alors elle hoche la tête. Cependant, la jeune fille hésite avant de partir, voulant dire quelque chose à Haruhito. Layla remarque son comportement étrange et se demande ce qu'elle veut. Soudain, Derja place sa main sur sa poitrine avant de retourner à la guilde. Haruhito et Layla sont incroyablement surpris. Layla explique que Derja s'est prise d'affection pour lui. Il se demande donc s'il peut la recruter en tant que membre permanent. En entendant cela, Layla est encore plus surprise. En général, elle ne laisse personne acheter des membres permanents à moins qu'ils ne soient dignes de confiance. Voyant à quel point Derja l'aime, elle décide de lui faire confiance et révèle qu'il faudra 100 tickets en cuivre pour acheter Armand Derja. Bien que le prix semble élevé, Haruhito pense que cela en vaut la peine. Comme Derja a été extrêmement utile pendant sa quête. Plus tard, il retourne à la guilde des aventuriers pour faire le point sur ses progrès. Se sentant inquiète car il a rencontré un monstre nommé, Luisa se sent soulagée en le voyant. Haruhito lui montre le visage rouge vaincu, alors elle révèle que c'était un monstre de prime. La récompense pour l'avoir vaincu est de 20 pièces d'or, tandis qu'Haruhito a également gagné 280 points de contribution pour le kill. En voyant cela, elle est incroyablement choquée, puisqu'il lui a fallu tuer 50 boules de coton pour n'obtenir que 105 points. Haruhito remarque également qu'il a reçu 50 points de confiance, alors elle explique que ce sont des points qu'il obtient en aidant les autres. Bien que la confiance ne soit pas une mesure qui peut être quantifiée, le système attribue des points de confiance comme une estimation approximative de la fiabilité d'un aventurier, alors qu'il aide d'autres chercheurs dans le besoin. En général, un chercheur ne peut pas gagner plus de 5 points de confiance par expédition. Cependant, Haruhito a d'une manière ou d'une autre gagné 10 fois cette somme. Alors Luisa se demande quel genre d'exploit incroyable il a réalisé. En entendant cela, il se demande s'il a gagné ses points de confiance grâce à son bon traitement envers Derja. Luisa explique également que les points de confiance d'un chercheur déterminent la rapidité avec laquelle leurs points de contribution peuvent croître. En entendant cela, il réalise qu'il va gagner des points de confiance très rapidement, puisque la garde arrière soutient à la fois les avant-gardes et les gardes intermédiaires du groupe. Cependant, Haruhito s'inquiète de devenir trop populaire et d'attirer trop d'attention. Il lui demande de garder sa classe surpuissante secrète. Elle s'arrête, comprenant que la célébrité inutile pourrait lui causer des problèmes. Elle promet de garder cela secret. Elle explique également qu'Haruhito est désormais dans la moitié supérieure des chercheurs vivant dans leur district, ce qui signifie qu'il va vivre dans une toute nouvelle suite. Elle informe qu'Igarashi s'est également réveillé. Alors il part lui rendre visite. Igarashi le remercie de lui avoir sauvé la vie, disant qu'il va connaître une énorme montée en célébrité grâce à ses capacités. Elle se compare à lui, pensant qu'elle était un échec complet en comparaison. Bien qu'elle ait choisi une classe flashy, elle n'a pas réussi à recruter de membres d'équipe et a été vaincue par un monstre. Cependant, Haruhito ne pense pas de cette façon. Il lui dit que c'était extrêmement cool de sa part de défendre les autres chercheurs et de tenir bon face à un ennemi indéfectible. Il souligne également qu'il a eu une chance énorme lors de son tout premier combat. Donc, il n'a pas seulement vaincu le monstre nommé par pure compétence, puis il lui demande de rejoindre son groupe. Sachant que son ancien patron a des exigences incroyablement élevées, Haruhito se sent nerveux, pensant qu'elle pourrait ne pas accepter. En entendant ces mots, Igarashi se détourne, embarrassé. Il pense qu'elle le rejette. Alors, il se prépare à partir, mais Igarashi accepte doucement de rejoindre son groupe. Ensuite, elle lui demande d'arrêter de l'appeler chef, puisqu'ils ne sont plus collègues. Haruhito sourit, acceptant sa demande. Quelques jours plus tard, Igarashi s'est rétabli. Ils explorent donc la ville ensemble. En chemin, ils trouvent un magasin. Igarashi entre pour vérifier des vêtements. En la regardant choisir des vêtements, Haruhito se sent surpris. Comme il ne l'a jamais vue sans vêtements de bureau, elle sourit, embarrassée, expliquant qu'elle devait toujours rentrer chez elle tôt, après le travail. Bien qu'elle soit une adulte travaillant, ses parents contrôlaient toujours sa vie. Igarashi était donc soumise à un couvre-feu la nuit.
À cause de cela, elle faisait de son mieux pour gravir les échelons et obtenir un poste où ses parents ne pourraient pas lui donner d'ordre. Maintenant, dans ce nouveau monde, elle peut faire ses propres choix. Hirohito est intéressé par cette nouvelle facette de sa responsable. Igarashi s'excuse de lui avoir causé tant de stress dans leur vie passée. Il sourit donc et lui pardonne. Maintenant, il veut qu'elle se tourne vers l'avenir puisqu'ils ont commencé un nouveau départ en tant que membres du groupe. Alors qu'ils dînent tous les deux, Haruto entend quelques chercheurs dans leur discussion. Apparemment, Elidia est liée à quelqu'un appelé l'épée de la mort, et elle visite leur district depuis l'extérieur. Selon les aventuriers, elle recrute des chercheurs novices et les forme pour un certain travail. De plus, elle a quitté un groupe de haut niveau appelé la Brigade des Chevaliers Blancs et s'en est échappée. L'un des chercheurs dit qu'il devrait profiter de l'occasion puisqu'un chercheur de haut rang comme Elidia doit avoir beaucoup d'argent. Cependant, le chef le coupe rapidement. Avertissant que quelqu'un pourrait les entendre dans le restaurant bondé, le groupe abandonne la conversation. Plus tard, Haruhito rentre chez lui et invite Igarashi à rester avec lui puisqu'il a reçu une grande suite. Les deux dorment de chaque côté d'un rideau. Mais plus tard dans la nuit, Igarashi devient agité. Elle jette un coup d'œil par-dessus le rideau et demande à Haruhito de se détourner. Pour une raison quelconque, elle se sent embarrassée chaque fois qu'il lui fait face. Haruhito accepte, mais ensuite, il réalise que sa compétence de soutien à la récupération l'a connecté avec elle. Si la compétence est toujours active, elle pourrait créer des sentiments chaleureux dans le cœur d'Igarashi pour lui. Après avoir appris cela, il décide de lui obtenir un lit séparé dès que possible. Le lendemain matin, il sort avec Igarashi pour une nouvelle expédition. Encore une fois, il loue Tergia pour ses services. Lorsque Igarashi la rencontre, elle essaie de se présenter. Cependant, Tergia reste silencieuse. Elle se demande si elle a fait quelque chose de mal. Haruhito sourit, expliquant que Tergia ne parle tout simplement à personne. Ensuite, ils se dirigent vers un magasin d'équipement et obtiennent des objets personnalisés fabriqués avec les matériaux de Redface. Plus tard, dans le labyrinthe, Tergia se tient avec un nouveau bouclier rouge qui réduit les dégâts de feu. Igarashi a équipé une écharpe défensive, tandis qu'Erido a amélioré sa fronde pour tirer des billes de feu. Ils affrontent un groupe de monstres plus faibles. Après avoir abattu une boule de coton, le groupe fait face à des abeilles venimeuses. Haruhito dit à Igarashi et Tergia de se mettre en formation et améliore leur défense avec son habileté de soutien. Ensuite, ils abattent tous les monstres ensemble. Après un moment, ils atteignent l'entrée du sol 2. Bien qu'Haruhito veuille gagner des points pour acheter Tergia définitivement, il a peur que les monstres plus forts blessent ses coéquipiers. Récemment, des nouvelles d'un monstre nommé circulent au sol 2, ce qui rend le voyage encore plus risqué. Eridio se retourne pour partir, mais ils entendent soudainement une femme crier de l'autre côté. Rapidement, tout le monde se précipite au deuxième étage. Là, ils trouvent Suzuna et Alidia face à un énorme orc aux dents pointues. Bien qu'Alidia soit capable de tuer l'orc, les abeilles entourent Suzuna. Voyant cela, Haruhito dit à ses coéquipiers d'attirer les abeilles ailleurs. Il essaie de tirer l'une d'elles avec une bille de feu, mais l'abeille est trop loin pour être touchée. Heureusement, Deja l'atteint juste à temps. Alors Haruhito lui donne une couverture avec son soutien défensif, ce qui lui permet de tuer l'abeille en toute sécurité. Ensuite, Igarashi tue une autre abeille avec un éclair. Alors que les monstres sont vaincus, Suzuna s'effondre de soulagement. Elle se sent mal d'avoir entraîné son capitaine, mais Alidia pense qu'elle a bien fait de résister contre les monstres du sol précédent. Haruhito comprend qu'Alidia l'a aidé à vaincre des monstres plus forts pour gagner de l'expérience rapidement. Cependant, il pense que cette approche est trop dangereuse pour une novice comme Suzuna. Alidia secoue la tête, disant qu'elle n'a pas le temps d'attendre. Après avoir souhaité que Suzuna devienne aussi forte qu'elle, elle lâche qu'elle en a besoin pour retourner quelque part. Bien qu'Alidia s'empêche de dire trop de choses, Haruhito l'interpelle. Il se demande si elle parle de la brigade du Chevalier Blanc, ce qui la laisse sans voix. Alidia explique qu'elle ne veut pas retourner à la brigade du Chevalier Blanc. Au lieu de cela, elle veut retrouver son ami, Misaki, qui a disparu au deuxième étage. Il s'avère que Misaki avait choisi une classe de joueurs pour elle-même, pensant qu'elle avait de la chance. Cependant, alors qu'elle s'aventurait avec Alidia, elle a ouvert un coffre, espérant trouver un bon butin. Malheureusement, le coffre contenait un piège de téléportation, ce qui l'a téléporté à un endroit aléatoire au sol. Bien qu'Alidia ne connaisse pas sa position pour le moment, elle pense que le piège ne serait limité qu'au deuxième étage lui-même. Entendant son histoire, Igarashi se souvient à quel point elle s'était sentie effrayée lorsque ses amis l'avaient abandonnée contre Redface. Pensant que Misaki ressentait la même chose, elle dit à Haruhito qu'elle veut l'aider. Il demande à Elidia s'il y a d'autres groupes au deuxième étage qui peuvent aider. Elle secoue la tête, expliquant que bien qu'elle n'ait vu aucun autre groupe, elle avait l'impression d'être observée par quelqu'un. Igarashi se demande pourquoi cet étage est si suspect.
et Haruhito pense que les types suspects dans la taverne doivent avoir quelque chose à voir avec ça. Pourtant, sans connaître leur plan, il sait qu'ils ne peuvent entrer qu'à l'aveuglette. Haruhito se demande s'ils devraient se séparer pour couvrir rapidement le terrain. Cependant, cela mettrait les groupes individuels à un risque beaucoup plus grand s'ils rencontraient une horde de monstres. En fin de compte, il décide de se déplacer avec tout le monde. Il demande à Elidia et Suzuna de rejoindre leur groupe, expliquant qu'il ne peut pas les soutenir en tant que garde arrière sans être membre du groupe. Elidia réfléchit à son offre, sachant que les capacités d'Haruhito valent vraiment la peine d'être prises en compte. Elle dit à Suzuna de rejoindre son groupe, en disant qu'elle se battra seule, sinon son niveau plus élevé ferait en sorte que le reste de leur groupe gagne moins de points d'expérience. Haruhito est d'accord avec son plan, mais ensuite, il se souvient qu'elle s'était plainte de la classe de Vanguard. Il se demande quel est l'inconvénient, alors Elidia lui dit de la laisser derrière et de s'échapper avec le groupe s'il le dit un jour. Haruhito hoche la tête, sachant qu'il ne devrait pas la pousser à donner plus d'explications. Elle explique aussi que Suzuna a un rouleau de retour, donc il peut l'utiliser pour échapper à une situation dangereuse. Après avoir discuté de tout, elle demande à Haruhito de mener la voie. Suzuna rejoint formellement son groupe et se présente à tout le monde. Même là, elle tend la main pour elle, alors elle se dépêche de la serrer. Après cela, ils commencent tous à marcher à travers le deuxième étage. En chemin, Haruhito pense que c'est dommage qu'Elidia n'ait pas pu rejoindre son groupe, car ses puissantes capacités deviendraient encore plus fortes combinées avec son soutien. Soudain, un cri perçant d'une femme brise son fil de pensée. Alors que tout le monde l'entend, Suzuna fait remarquer que la voix appartient à Misaki. Devant eux, la fille terrifiée s'évanouit de peur alors qu'une horde massive d'orques l'entoure. Dominant tous les autres orques se trouve une créature massive que Haruhito reconnaît comme le monstre nommé Juggernaut. Elidia note que les Juggernaut sont des monstres nommés extrêmement puissants qui ne devraient pas se trouver près du deuxième étage. Clairement, quelqu'un a conduit ce monstre ici et a mis Misaki en piège pour Elidia. En entendant cela, Haruhito réalise que les ravisseurs doivent être à proximité. Quoi qu'il en soit, Elidia veut sauver son amie, alors elle se précipite pour tuer les orques. Utilisant ses impressionnantes compétences à l'épée, elle élimine plusieurs orques en une seule attaque. Cependant, alors que le sang des orques éclabousse dans l'air, une aura trouble entoure le corps d'Elidia. Soudain, son comportement entier change et elle commence à grogner de rage. Igarashi et les autres se préparent à l'aider, mais Elidia leur crie de rester en arrière. Se demandant ce qui ne va pas, Haruhito regarde son téléphone et apprend qu'Elidia possède en fait la compétence Berserker. Cette compétence s'active lorsqu'elle entre en contact avec le sang d'une autre créature, augmentant sa force et sa vitesse, mais lui faisant perdre le contrôle à cause de la rage. Voyant cela, Haruhito réalise enfin pourquoi elle était si réticente à rejoindre son groupe. Pendant ce temps, Elidia crie dans l'air, hurlant qu'elle n'est pas une meurtrière. Dans son état de folie, elle saute sur le Juggernaut pour le tuer seule. Cependant, la peau dure du monstre bloque son attaque, comme si elle était faite d'acier épais. Ensuite, le Juggernaut utilise sa compétence vocale brutale, qui étourdit Elidia et tout le monde avec des ondes sonores puissantes. Alors qu'Elidia lutte pour retrouver ses repères, le Juggernaut la soulève facilement du sol. Bien qu'elle essaie de lutter, elle est clairement trop faible pour s'échapper. Pensant qu'elle est condamnée, elle crie à Haruhito de l'oublier et de s'enfuir avec tout le monde. Il sait qu'il serait extrêmement facile de revenir avec le rouleau de téléportation. Naturellement, il ne laissera pas simplement son ami mourir. Haruhito utilise son fronde scintillante pour tirer sur les yeux du Juggernaut. Bien que le caillou ne cause aucun dommage, le monstre s'irrite et lâche Elidia de son emprise. Il essaie de l'attaquer à nouveau, mais cette fois, elle parvient à l'esquiver et à s'enfuir. Ensuite, Haruhito dit au reste de son groupe de se préparer à fuir si les choses tournent mal. Aucun d'eux n'est d'accord pour le laisser derrière, alors il leur dit de rester vigilants. Ensuite, il pense à un moyen de vaincre le Juggernaut. Bien qu'aucun des membres du groupe ne puisse résister à une attaque de sa part, Elidia est capable de les esquiver. En pensant à cela, il réalise qu'elle a la plus grande chance de vaincre le monstre. Haruhito demande à Elidia de rejoindre son groupe. Même si ce n'est que temporaire, il lui dit que ses capacités de soutien peuvent les aider à gagner. Bientôt, il reçoit un message sur son téléphone l'informant qu'Elidia a rejoint. Ensuite, il dit rapidement à Elidia d'utiliser une attaque à grande vitesse avec plusieurs coups, bien qu'elle ne puisse pas percer les défenses du Juggernaut toute seule. Cette fois, Haruhito améliore son attaque de 10 points entiers. Avec le coup de pouce du soutien d'Haruhito, Elidia déverse une pluie d'attaques dévastatrices sur le Juggernaut, le faisant crier de douleur. Ensuite, il commence à saigner de tout son corps et s'effondre au sol, mort. Après la défaite du monstre, tout le monde commence à célébrer. Cependant, Haruhito leur rappelle que les poseurs de pièges sont toujours à proximité.
Alors qu'Lydia halète sur le sol, Haruhito aperçoit les hommes suspects de la taverne cachés à proximité, réalisant qu'ils ont été découverts. L'un des hommes essaie d'attaquer Haruhito avec son arbalète. Cependant, Suzuna et Igarashi bloquent facilement ses flèches. Les hommes sont clairement choqués, mais ils n'ont pas le temps de réagir car une personne se précipite et les élimine. Suzuna est surprise que son tir se soit tant amélioré. Alors, Haruhito lui rappelle que ses compétences de soutien l'ont aidé tout au long du chemin. Ensuite, il vérifie à Lydia, qui le remercie pour son aide. Notant son état épuisé, Haruhito utilise sa compétence de soutien de récupération pour l'aider. Il lui dit de se reposer facilement puisque Misaki a été sauvée. Et Lydia sourit, soulagée que son amie soit en sécurité. Toute seule, elle n'était pas sûre de pouvoir la sauver. Mais grâce à l'aide d'Haruhito, tout s'est bien passé. Bientôt, Misaki se réveille et trouve Suzuna l'attendant, sans attendre qu'elle dise quoi que ce soit. Elle se jette dans ses bras et commence à pleurer de soulagement. Pendant ce temps, Lydia s'excuse auprès d'Haruhito de ne pas avoir été claire sur son propre passé et ses capacités. À ce moment-là, elle se sent accablée. Elle promet donc d'expliquer tout plus tard. Ensuite, Haruhito s'approche pour vérifier le corps du Juggernaut. Dans ses mains, il trouve un coffre noir. En voyant cela, Lydia explique que la plupart des monstres nommés ne lâchent pas de coffre noir. En raison de leur rareté, un coffre noir est l'un des trésors les plus précieux du labyrinthe. En fait, Lydia avertit Haruhito de ne pas ouvrir le coffre tout seul. À cause du grand butin à l'intérieur, les coffres noirs peuvent être accompagnés de pièges dangereux. À cause de cela, Lydia dit à Haruhito de trouver un casseur de coffre officiel à la guilde pour désactiver les pièges avant d'ouvrir son coffre. Il hoche la tête pendant que Misaki s'approche pour le remercier. Après avoir traversé cette expérience traumatisante, elle a décidé d'être plus prudente lors de ses voyages dans le labyrinthe. Cependant, la jeune fille change soudainement de sujet et demande à Haruhito de lui offrir un bon déjeuner pour l'aider à oublier son traumatisme. Bien qu'il soit dérangé, le reste des filles demandent à manger aussi. Il n'a donc pas d'autre choix que d'accepter. Alors que tout le monde prévoit de rentrer chez soi, Haruhito dit à Derja qu'il la déposera au bureau des mercenaires. Cependant, elle refuse de partir. En voyant cela, Igarashi pense qu'elle veut manger avec eux. Il y a un mouvement vers Haruhito, ce qui pousse Misaki à admirer son joli chapeau de lézard. Plus tard, ils retournent à la guilde pour faire rapport de leur expédition à Louisa. La pauvre femme faillit presque s'évanouir en entendant le nom. Juggernaut. Haruhito explique calmement qu'il a tué le monstre pour sauver Misaki, alors elle lui dit de la rejoindre dans une pièce privée. Là, elle sert du thé et explique que tous les monstres nommés ne sont pas créés égaux. Les Juggernauts sont un type d'orque nommé Acro, et il se trouve être l'une des espèces nommées les plus fortes. Il y a peu de temps, un groupe de partis de plus de 24 chercheurs avait essayé de tuer un Juggernaut pour son butin. Cependant, la plupart d'entre eux sont morts, et seuls ceux qui ont survécu étaient dirigés par l'homme appelé Burgen, qui a ensuite essayé de piéger Misaki. En entendant cela, Haruhito comprend que le groupe de Burgen a utilisé Misaki comme appât, espérant faire tuer le Juggernaut par Lydia. Comme elle s'épuiserait lors du combat, Burgen et ses acolytes se jetteraient pour voler le butin. Heureusement, Haruhito était là, donc ils ont été arrêtés et remis à la justice. Luisa le rassure en disant que le groupe de Bergen fera face à la justice, puisque la guilde agit également comme une force de police pour leur district. Haruhito lui demande si le pays du labyrinthe a un roi, alors elle secoue la tête. Elle révèle que ce pays est dirigé par la cathédrale et les guides de la guilde des aventuriers. En entendant cela, Haruhito se demande si c'est la politique de la cathédrale et des guides de faire en sorte que la réincarnation cherche des trésors pour eux. Elle hoche la tête et explique également que les différents étages du labyrinthe existent quelque part ailleurs dans le monde. Cependant, pour une raison inconnue, seul le pays du labyrinthe a les entrées qui peuvent téléporter les gens vers ces étages. Après cela, Luisa s'abstient de parler davantage, ne souhaitant clairement pas révéler trop de choses. Ensuite, elle jette un œil à tous les points de contribution gagnés par Haruhito lors de ce voyage. En passant en revue les détails, elle réalise qu'il a en gros gagné 1 million de points de contribution ainsi qu'un nouveau tas de points de confiance d'Lydia, Suzuna et de ses propres membres de l'équipe. En fait, Haruhito a maintenant tellement de points de contribution qu'il est classé 2e dans tout leur district. En entendant cela, Luisa est au-delà impressionnée. Haruhito la remercie pour les éloges, mais soudain, Misaki fait irruption et exige le dîner. En entendant cela, il demande à Luisa de les rejoindre aussi puisqu'elle est aussi une amie. Elle sourit, acceptant joyeusement son offre.
Plus tard dans la nuit, au restaurant, les filles se battent pour des places assises à côté d'Arihito. À la fin, c'est Misaki qui s'assoit sans hésitation et Verja qui glisse silencieusement juste à côté de lui. Une fois que tout le monde est assis, Arito commande le dîner. Ensuite, il dit à tout le monde qu'après avoir fini de dîner, il se rendra au bureau des mercenaires pour acheter la liberté de Tierger, la rendant membre permanente de son groupe. Alors que Tierger écoute, surprise, il annonce qu'il fera tout ce qu'il peut pour l'aider à retrouver son corps humain. Après son annonce, tout le monde reste silencieux. Traitement de ces mots, Igarashi se demande s'il est même possible de transformer un demi-humain en leur état normal. Alors Arihito se rappelle des mots de Leila. À l'époque où il a d'abord loué les services de Derza, Leila l'a informé que certains demi-humains étaient revenus à leur corps d'origine. Cela signifie qu'il doit y avoir un moyen de les restaurer dans ce monde. Luisa intervient, expliquant que pour restaurer un demi-humain à la normale, ils doivent visiter la cathédrale dans le district 4. En dehors de cela, elle ne connaît pas les détails spécifiques. Cependant, elle avertit aussi que le district 4 est assez éloigné de leur district actuel, qui est le numéro 8. À cause de cela, Arihito devra expérimenter beaucoup plus de donjons en voyageant là-bas qu'il ne l'a fait dans le labyrinthe. En entendant cela, Alidia admet aussi qu'elle n'est elle-même parvenue qu'au district 5. En entendant cela, Arihito réalise que ce ne sera pas un voyage simple. Auparavant, il espérait aider Derjo avec tout le groupe, mais maintenant, il ne veut pas les entraîner tous dans ces dangers. Il dit à tout le monde à la table que s'ils ne veulent pas risquer leur vie en allant au district 4 avec lui, il ne les en empêchera pas. Que les autres membres du groupe soient d'accord ou non, Arihito reste déterminé à aider Derja à rembourser toutes les fois où elle l'a aidé. Alors qu'il est plongé dans ses pensées, Igarashi accepte avec confiance de l'accompagner. Elle admet que Derja l'a également aidé, donc elle veut rendre l'appareil aussi. De plus, Igarashi pense que le voyage ne sera pas aussi dangereux que ne le pense Hirohito. Elle sait qu'il est un homme prudent qui ne met jamais la vie des autres en danger. Même dans sa vie précédente, quand il n'était qu'un collègue, il empêchait les autres de se surmener. Au lieu de cela, il portait tout leur fardeau seul, prenant plus de risques personnels pour. Maintenant, Igarashi veut venir avec lui pour ne pas porter toute la lourde responsabilité seul. Luisa pense également qu'avec les incroyables capacités de soutien d'Erihido, ils réussiront leur voyage. Soudain, Misaki dit aussi qu'elle veut y aller. En raison de sa nature insouciante, elle ne veut pas rester tout le temps au même endroit ennuyeux. Son instinct de joueuse lui dit que rester près d'Arihito améliorera ses chances de survie dans ce monde impitoyable. Arihito rit, espérant avec malice que son instinct est correct. Ensuite, Suzuna propose de le rejoindre aussi. Sachant la situation pitoyable dans laquelle il se trouve, elle veut l'aider à retrouver une vie normale de toutes les manières possibles. Cependant, comme elle est toujours sous la direction d'Alidia, elle veut d'abord obtenir sa permission. Alors que tous les regards se tournent vers Alidia, elle soupire et pose une main sur son épée. Sachant que tout le monde a une idée de son passé problématique, elle explique que cela est lié à son épée, qui a été abandonnée par un monstre nommé. Cependant, l'arme était maudite pour transformer son utilisateur en détenteur d'une classe maléfique. Parce qu'Alidia a équipé l'épée, elle a acquis la classe de maudit. Cette classe l'a forcée à acquérir le trait de Berserker, ce qui l'a fait devenir folle chaque fois qu'elle entre en contact avec le sang. Elle révèle également que, parce que l'épée est maudite, elle ne peut pas non plus l'enlever. À cela, Hirohito pose une simple question. Pourquoi n'a-t-elle pas examiné l'épée pour une malédiction avant de l'équiper? Et Lydia explique que lorsqu'elle a obtenu cette épée, elle faisait encore partie de la brigade des Chevaliers Blancs. Malheureusement, la brigade n'acceptait que des membres forts et forçait tous ses membres à augmenter leur puissance le plus rapidement possible. À cause de cela, il se moquait de savoir si un trésor puissant avait une malédiction. À l'époque, Alidia était également concentrée sur le fait de devenir plus forte, peu importe quoi. Elle n'a donc pas pensé aux conséquences d'une malédiction permanente. Maintenant, elle regrette de l'avoir fait. Chaque fois qu'elle part au combat, l'épée la transforme en une bête assoiffée de sang qu'elle ne veut pas être. Elle pense que ce sentiment de devenir quelque chose contre sa propre volonté est extrêmement similaire à celui de Terger, qui a été forcée d'être une demi-humaine malgré sa naissance humaine. En sympathisante avec sa situation, Elidia accepte de l'aider également. Arito la remercie de l'avoir rejoint, mais elle admet qu'elle a aussi besoin de son aide en retour. En plus d'aider Nerja, elle a un objectif personnel qu'elle ne peut pas atteindre seule. En entendant cela, Arito accepte de l'aider à lever la malédiction de l'arme également. Avec tout le monde à bord, les filles pensent que la question est réglée, et il est temps de rentrer chez elles. En voyant toutes celles qui lui promettent leur soutien, Derger semble sincèrement surprise. Ensuite, elle se dirige vers la résidence d'Arihito. Avant qu'il ne puisse se rendre au lit, il veut acheter la liberté de Terger au bureau de Layla.
Pendant qu'il est dehors, Lydia et les autres filles restent en arrière pour explorer leur nouvelle maison. Une fois qu'elles sont toutes installées, Hiruito part avec Nerja. Au bureau des mercenaires, Layla les salue, avertissant Hiruito que s'il était un peu plus tard à ramener Nerja, il aurait reçu une pénalité sur sa prochaine mission. À cela, Haruhito explique qu'il a déjà obtenu les 100 tickets en cuivre nécessaires pour acheter Derja. Alors qu'il demande à Layla s'il est autorisé à enregistrer Derja en tant que membre officiel, elle est surprise qu'il ait rassemblé l'argent si rapidement. Pour un débutant comme Haruhito, elle s'attendait à ce qu'il prenne un mois entier pour rassembler tous les tickets. Maintenant, elle est choquée qu'il les ait tous obtenus en seulement 2 quêtes. Haruhito sourit à ses éloges, affirmant qu'il a juste eu de la chance. Il dit ensuite à Layla que son objectif ultime est d'aider Derza à retrouver sa forme humaine. En entendant cela, Layla admet qu'elle a un vœu similaire dans son cœur. Bien que ce soit son travail de gérer des mercenaires, en réalité, elle veut aussi les aider à retrouver leur forme originale. Malheureusement, Layla n'est pas assez forte pour les aider seule. Pour cette raison, elle aide ses mercenaires à trouver des maîtres bienveillants qui peuvent les aider à sa place. En faisant face à Haruhito, elle pense qu'elle peut faire confiance à un homme aussi gentil que lui. Recevant ses éloges sincères, Haruhito est véritablement stupéfait. Il admet qu'à certains moments, il a l'impression de comprendre que ce ne sont que des pensées, même si elle ne peut pas lui parler. À moins qu'elle ne revienne à la normale, il ne comprendra jamais véritablement ses vrais souhaits. En entendant cela, Layla l'encourage également à donner le meilleur de lui-même, disant qu'elle semble simplement lui faire confiance profondément. Après cela, il conclut enfin l'accord. Sur le chemin du retour, Haruhito remarque qu'il y a quelqu'un qui marche derrière lui. Il lui rappelle qu'elle peut marcher où elle veut. Alors, elle s'avance devant lui. Après un moment, elle décide de marcher juste à côté de lui à la place. Il hoche la tête, lui permettant de marcher comme elle le souhaite. Néanmoins, il lui rappelle de rester un peu devant lui au combat afin qu'il puisse continuer à la soutenir avec ses capacités de soutien arrière. En entendant cela, Derja agrippe ses vêtements. Alors Haruhito pense qu'elle veut rentrer chez elle plus tôt. Elle sourit, et tous deux rentrent chez eux. Malheureusement, à leur arrivée à l'hôtel, Haruhito apprend que Misaki dort sans vergogne sur son lit. Suzuna souligne timidement que Misaki doit être épuisée après son enlèvement dans le labyrinthe. Alors Haruhito laisse tomber l'affaire. Ensuite, Luisa et Igarashi viennent, se préparant à aller se baigner. En entendant cela, Suzuna réalise que si elle et Lydia essaient de retourner à leur hôtel d'origine, elles manqueront de temps pour se baigner d'ici qu'elles soient chez elles. En pensant à tous ces problèmes logistiques, Lydia rappelle à Haruhito qu'il devrait déménager dans sa nouvelle maison. Cela rappelle à Luisa qu'Haruhito est maintenant dans le top 10 de leur district. Donc, il peut vivre dans la suite royale premium de leur district. Malheureusement, la suite royale ne permet d'accueillir que 8 membres à la fois. Il doit donc gérer ce nombre avec soin. Haruhito se demande pourquoi c'est limité et apprend que les suites royales sont construites pour accueillir une seule partie par maison. Puisque chaque partie ne peut avoir que 8 membres à la fois, les suites sont construites pour ce nombre. Lydia pense également que toute la partie devrait vivre ensemble. Alors Haruhito promet de changer de maison plus tard. Ensuite, il entre dans sa chambre et s'assoit. Il remarque qu'il y a quelqu'un debout à proximité et lui demande de s'asseoir. Cependant, elle reste debout là, alors il la laisse faire ce qu'elle veut. Ensuite, il vérifie son téléphone pour ses points de compétence. Après avoir monté de niveau, il peut choisir entre 2 compétences appelées rétroflux et œil de faucon. Haruhito est content d'avoir œil de faucon, mais il se demande comment vérifier les autres membres du groupe aussi. Curieux des statistiques de Derja, il lui demande de montrer sa licence. À sa demande, elle se retourne. Alors Haruhito se demande si c'est quelque chose sur son dos. Ensuite, il remarque une étrange marque sur l'arrière de son cou. D'après ses précédentes conversations avec Layla, Haruhito réalise que cette marque est probablement un sceau d'esclavage. Derja guide sa main vers le sceau, ce qui le fait briller d'un bleu vif. Ensuite, le sceau change bientôt de couleur. En voyant cela, Haruhito comprend qu'elle a transféré sa propriété à lui. Pendant ce temps, Terje vérifie quelque chose sur son téléphone et le lui montre. Maintenant, il indique son statut comme esclave au lieu de mercenaire. Enfin, Haruhito peut voir ses statistiques personnelles. Soudain, Misaki fait irruption dans sa chambre. Après s'être réveillée de sa sieste, elle remercie Haruhito pour toute son aide antérieure et promet de faire de son mieux dans son groupe. Avec sa compétence de joueur, elle pense que leur groupe trouvera de bons trésors plus souvent. À la mention de sa classe, Haruhito se demande pourquoi elle l'a choisie. Misaki explique simplement qu'elle avait de la chance dans sa vie passée avec les jeux de cartes et les loteries locales. Alors elle a décidé d'essayer sa chance dans le labyrinthe aussi. Après avoir expliqué cela, elle note que le reste des filles est absent. Haruhito l'informe qu'elles sont toutes dans le bain. Elle part donc aussi pour le bain. Une fois toutes ces tâches terminées, Haruhito se prépare à prendre un bain également.
Tereja marche avec lui jusqu'au bain. Mais comme ils sont divisés en sections masculines et féminines, ils se séparent, et Haruhito entre dans la salle des hommes. Ensuite, il est obligé de rafraîchir Derja avec un éventail à main, car elle est à moitié lézard. La pauvre fille a surchauffé dans l'eau chaude. Ensuite, une fois que tout le monde a terminé ses bains, il est temps d'organiser leurs endroits pour dormir. Haruhito ne veut pas dormir avec les femmes, alors il leur attribue 2 chambres partagées pendant qu'il dort seul dans la dernière. La seule personne qui reste avec lui est leur Jo. Pour une raison quelconque, elle veille sur lui, alors Haruhito la laisse faire. Ensuite, il vérifie sa compétence Hawkeye sur son téléphone. Cette compétence projette un étrange champ de vision infrarouge que seul Haruhito peut voir. Maintenant, il a l'impression de pouvoir percevoir toute la zone autour de lui avec une précision accrue. Avec cette compétence, il pense qu'il peut aider son parti encore plus. Bientôt, il ressent la fatigue de la veille et s'endort sur le canapé. Il y a un qui est assis devant lui, heureux de garder le poste toute la nuit. Le lendemain matin, Luisa promet à Haruhito qu'elle arrangera le bonbon royal et le casse-noix pour lui. Pendant qu'elle s'occupe de ses problèmes, Haruhito explique qu'il visitera un centre de dissection pour traiter tous les matériaux de monstres provenant du Juggernaut et des Orcacros. Plus tard, au centre de dissection, le propriétaire du magasin explique que le monstre Juggernaut est trop gros pour lui tout seul. À cause de cela, chaque centre de dissection du district 8 traite différentes parties du Juggernaut en même temps. À proximité, la fille du propriétaire examine les matériaux des monstres avec fascination. D'habitude, elle ne reçoit que des matériaux ennuyeux à traiter, mais maintenant elle reçoit des matériaux plus rares de monstres nommés, les uns après les autres. En voyant cela, Haruhito lui rappelle qu'il ne peut pas promettre un monstre nommé chaque fois qu'il revient, car ils sont assez difficiles à trouver et à vaincre. En entendant cela, la fille se retourne, désirant visiter le labyrinthe excitant aussi. Elle envisage de rejoindre le groupe d'Haruhito, espérant travailler avec des matériaux rares chaque jour. Ensuite, elle se retourne pour se concentrer à nouveau sur son travail. Pendant ce temps, le propriétaire du magasin demande à Haruhito ce qu'il veut faire avec les matériaux du Juggernaut. Pour l'instant, Haruhito lui dit de garder les matériaux puisqu'il n'a pas décidé s'il allait les vendre ou fabriquer des équipements avec eux à la place. Une fois qu'ils ont discuté de tout avec les magasins de dissection, Haruhito se prépare à vérifier sa suite royale. En dehors de cela, le point culminant de la journée sera le rare coffre noir. Avec l'aide d'un casse-noix, il se demande quel type de trésor unique il va trouver à l'intérieur. Avant de visiter le casse-noix, Haruhito se sépare des autres filles pour qu'elles puissent entrer dans la suite royale par elles-mêmes. Le visage de Misaki s'illumine et elle commence à sourire comme un gobelin. Suzuna s'excuse pour son comportement avant de partir avec les autres filles. Plus tard, alors qu'Haruhito, Igarashi et Derja sont en route vers le casse-noix, Derja détecte quelque chose d'étrange et se met en garde. Alors qu'Haruhito se demande ce qui ne va pas, un énorme monstre chien se place devant eux. Surpris, ils se préparent tous les trois à se battre, pensant qu'il s'agit d'une bête dangereuse. Mais ensuite, une gentille dame s'approche et caresse le chien s'il s'agissait d'un animal de compagnie. Cette femme est en réalité la casseuse de coffres, Talma. Elle accueille le groupe d'Haruhito chez elle et explique que le chien est une ancienne bête gardienne appelée Shin. Dans le passé, Shin se battait avec des aventuriers dans le labyrinthe, mais maintenant, elle est à la retraite et reste à la maison avec ses enfants. Après avoir expliqué cela, Talma demande à Haruhito si elle peut inspecter son coffre noir. Une fois qu'il lui donne la permission, elle tend la main, sentant le trésor sous ses doigts. Bien qu'elle soit une casseuse de coffres expérimentée, Falma se sent excitée, car le coffre est extrêmement rare. Cependant, elle prévient Haruhito que si elle commet une erreur en l'ouvrant, le coffre libérerait un piège dangereux qui invoquerait une horde de monstres directement dans la ville. Dans le pire des cas, la horde de monstres pourrait littéralement détruire un morceau entier de la ville si elle n'est pas arrêtée à temps. En entendant cela, Haruhito et Igarashi s'inquiètent. Mais Falma les rassure qu'avec ses boucles d'oreilles de maître artisan et son anneau de trésor mystère, elle a un taux de réussite de 100%. Après les avoir rassurés sur ses capacités, elle se lève pour commencer à casser. Elle prend le coffre dans une pièce spéciale et gardée. Ensuite, elle active le coffre, qui libère une étrange formation de labyrinthe. Falma explique que ce labyrinthe est un mécanisme de défense utilisé pour protéger le coffre comme un verrou. Pour ouvrir le verrou, elle doit guider plusieurs billes dans le labyrinthe jusqu'à la fin. Si elle échoue, les billes se coinceraient et le coffre activerait un piège pour invoquer des monstres. Tant Haruhito qu'Igarashi regardent nerveusement alors qu'elle guide soigneusement chaque bille à travers les passages étroits du labyrinthe. Parfois, on dirait que les billes pourraient atteindre une impasse, mais Falma parvient toujours à les faire avancer. Enfin, après quelques minutes de tension, elle réussit à dégager le labyrinthe. Alors que le verrou s'ouvre, le coffre brille d'une lumière éclatante qui force Haruhito à se couvrir les yeux. Ensuite, Telmar lui dit d'examiner tous ses trésors.
En voyant les trésors derrière elle, toute la fête est choquée. Malgré la petite taille du coffre, il contenait une énorme pile d'or et de trésors qui pourraient nourrir une centaine de familles toute une vie. Maintenant, alors qu'Eriido parcourt les trésors, Falma l'avertit de ne rien équiper avant qu'elle puisse l'évaluer, car les objets pourraient être maudits. Après avoir examiné tous les trésors, Harito retourne vers les autres filles. Misaki remarque qu'il porte un gilet de protection et tient une nouvelle fronde. Cette fronde en ébène est une arme spéciale qui améliore ses statistiques d'attaque, tout en ayant des emplacements pour des runes. Harito se demande ce que sont les runes, alors Lydia explique que ce sont des pierres magiques spéciales qui peuvent ajouter des qualités enchantées à un objet. En général, l'équipement avec des emplacements de runes est très rare, donc cette fronde est une arme extrêmement précieuse. En dehors de cela, il a pris un gant en acier léger spécial, qui améliore ses capacités de soutien. Il a aussi obtenu de nouvelles bottes caméléons, qui lui donne la capacité de se fondre dans son environnement. Alors que tout le monde admire le nouvel équipement, il réalise qu'Igarashi est absente. Il s'avère qu'elle se cache derrière un mur, embarrassée par sa nouvelle armure. Après qu'elle sorte, tout le monde apprend qu'elle porte une nouvelle armure en acier léger, qui améliore considérablement ses capacités défensives et de guérison. En plus de cela, elle porte une ceinture en soie qu'elle donne à Suzuna pour protection. Après que Suzuna l'a équipée, Mizuki pense que cela convient parfaitement à son rôle de prêtresse. Harito est surpris, car c'est la première fois qu'il apprend son passé. Ensuite, Suzuna souligne qu'elle a récemment gagné pas mal de niveaux et de points de compétence. Igarashi dit la même chose, alors Misaki pense qu'ils devraient visiter le donjon pour tester leur nouvel équipement et leurs capacités. Plus tard, au premier étage du donjon, le groupe commence par faire face à une horde de boules de coton. Alors que les monstres s'approchent, Misaki a peur, tandis que le reste du groupe se prépare à se battre. Remarquant sa peur, Harito dit à Misaki d'essayer ses nouvelles armes. Elle lance quelques dés en fer qui font facilement tomber les boules de coton. Harito remarque que ces dés augmentent également ses capacités de défense et de guérison. Enfin, il dit à Derja de soutenir Igarashi avec sa nouvelle arme. Alors que les deux avant-gardes chargent, Eriido et Suzuna visent les monstres. Suzuna utilise une compétence à coup automatique qui suit facilement et défait une abeille venimeuse. D'autre part, la fronde en obsidienne d'Araito cuit facilement une autre abeille. Puis, Igarashi saute et tranche un orc en deux avec une seule compétence, tandis qu'il s'attaque à un autre orc, le coupant en deux avec une seule attaque également. Voyant leurs attaques réussies, Harito pense que l'équipe est devenue beaucoup plus forte maintenant. Cependant, Suzuna lui dit que tous les autres membres du groupe brillent d'une manière ou d'une autre. En entendant cela, il regarde de plus près, mais ne trouve rien de suspect. Ensuite, il se demande si elle a un sixième sens qui lui permet de voir cette lueur. Plus tard, il se dirige vers le troisième étage du donjon. Maintenant, le paysage a changé d'une vaste étendue d'herbe à une forêt montagneuse. Bien que l'endroit semble plus vivant, Lydia prévient tout le monde que les arbres créent plus de cachettes pour les monstres. Il devrait donc être encore plus prudent ici. Soudain, un rugissement de monstres forts fait sursauter tout le monde. Alors qu'ils se préparent tous, une meute de monstres chiens à un œil apparaît devant eux. Harito ordonne à tout le monde d'attaquer, en commençant par un tir de sa fronde, tandis que Suzuna tire également un chien avec sa flèche. Les deux filles se précipitent pour parer les monstres, mais soudain, l'un des chiens fixe Igarashi. Elle s'arrête sur place, paralysée par la magie du chien. Elle est incapable d'esquiver, alors que deux chiens se précipitent pour la déchirer. Heureusement, Berge intervient et tue les deux chiens avant qu'ils ne puissent lui faire de mal. Une fois les chiens morts, Harito soutient Igarashi, ce qui enlève la malédiction de paralysie de son corps. Même si Igarashi est accablé par le combat à mort, Lydia lui rappelle qu'ils doivent encore s'occuper du reste des chiens. Soudain, Eruito et Igarashi sont attaqués par une étrange rafale de vent. Pour une raison quelconque, ce vent semble les avoir attaqués intentionnellement. Alors qu'Arito et Igarashi ne peuvent pas repérer la menace, ils semblent juste attaquer quelque chose d'invisible. En voyant cela, Arito se souvient de ses bottes caméléons, sachant qu'elles lui permettent de se fondre dans son environnement. Comme ces bottes sont faites de peau de caméléon, il se demande si un véritable monstre caméléon les attaque depuis l'ombre. Comme Derja peut sentir ce caméléon, Harito dit rapidement à Suzuna de tirer une flèche là où elle pointe. Elle vise rapidement avant de tirer. Avec leur conseil et sa compétence de tir automatique, la flèche atteint sa cible en plein dans le mille. Avec l'emplacement du caméléon exposé, Lydia le découpe d'un seul coup. Une fois tous les monstres vaincus, le groupe s'assoit pour faire une pause. Harito étudie les chiens qui ont paralysé Igarashi, apprenant qu'ils s'appellent des chiens de regard.
En utilisant leurs yeux effrayants, ces monstres peuvent surprendre un aventurier en les paralysant sur place. Pourtant, Igarashi se demande pourquoi elle a pu retrouver son mouvement après qu'il l'ait soutenue. Haruhito explique qu'il a une compétence de soutien moral qui a peut-être aidé à son mouvement. En dehors de cela, il est plus intéressé par la lueur étrange que Suzuna a vue sur les autres membres du groupe. Avant de lui répondre, Suzuna jette un coup d'œil autour d'elle et remarque qu'elle et Misaki brillent plus que les autres. En entendant cela, Allydia dit aux filles de regarder leur classe. En sortant leur téléphone, elles découvrent qu'elles ont toute une condition de statut appelée décharge morale. Cette condition provient de la compétence de soutien moral d'Haruhito avec des effets cachés. Misaki se demande ce que ces effets sont. Allydia explique donc que ces points de morale représentent l'état mental de l'équipe. Tant qu'ils ont suffisamment de soutien moral d'Haruhito, leurs corps peuvent utiliser l'énergie positive pour se remettre de conditions mineures. Haruhito se demande à quoi fait référence la décharge morale, et Lydia révèle que c'est une capacité spéciale qui permet à son utilisateur de libérer une compétence cachée créée par leur classe. En général, un aventurier ne gagne des points de morale que par lui-même, donc cela demande beaucoup d'énergie pour utiliser cette compétence cachée. Cependant, avec la compétence de soutien moral d'Haruhito, il semble que leur groupe puisse utiliser librement ses capacités. Maintenant, tout le monde est curieux de voir les effets de ces compétences cachées. Igarashi pense qu'il devrait les tester sur le terrain, alors Misaki est d'accord. Suzuna est également excitée de voir ses forces cachées, alors elle demande. Il hoche la tête, voulant voir la pleine puissance du groupe. Bientôt, ils sortent dans un champ ouvert pour tester les nouvelles compétences de décharge de morale. La première est Misaki, qui utilise sa compétence cachée appelée rouleau de fortune. Suzuna utilise sa compétence spéciale appelée lecture de lune avec elle. Alors que les filles activent leurs compétences, leur corps brille de couleurs éclatantes qui s'étendent vers le ciel. D'abord, le rouleau de fortune de Misaki apparaît dans ses mains, tandis que la compétence de lecture de lune de Suzuna sépare les nuages, révélant une pleine lune dans le ciel. Ensuite, cette lune brille d'une lumière éclatante vers une zone spécifique dans le donjon. En regardant cette scène, Haruhito se demande si les filles ont accidentellement découvert une compétence combo. Pendant ce temps, Misaki s'inquiète pour Suzuna puisqu'elle est figée sur place. Préoccupée, Haruhito l'appelle, ce qui la sort de sa torpeur. Remarquant les expressions inquiètes de tout le monde, Suzuna les rassure en disant qu'elle va bien. Puis, Igarashi pointe vers l'endroit lumineux illuminé par la lune. Suzuna note que sa lecture de lune a réussi, alors il s'approche de la lumière de la lune. Là, il trouve une pierre de téléportation révélée par la lumière. Lydia explique que cette pierre les téléportera à un autre étage du labyrinthe. Cependant, elle note que leur labyrinthe actuel, le champ de l'aube, est le labyrinthe le plus facile de tous, donc il n'a que 3 étages. À cause de cela, elle se demande si la pierre de téléportation les conduira à un endroit inconnu. Igarashi craint que la pierre soit un piège, alors elle se demande s'il devrait faire demi-tour. Haruhito est également d'accord avec elle, mais Misaki saute joyeusement d'excitation, disant qu'ils devraient tenter leur chance. Malheureusement, elle trébuche sur le bord de la pierre et tombe juste dessus. Suzuna tend la main pour la saisir, mais il est déjà trop tard, la pierre téléporte Misaki. Alors maintenant, ils doivent décider comment la sauver. Et Lydia pense qu'il n'y a pas de mal à y aller avec elle et à la sauver. Mais Haruhito pense qu'il devrait y aller en tant que leader du groupe. En entendant cela, les autres filles lui rappellent qu'elles le suivront de toute façon, donc ils devraient tous y aller ensemble pour faire face à d'éventuelles situations imprévues. Une fois qu'ils ont tous décidé, ils se tiennent sur la pierre de téléportation ensemble. Cette pierre les conduit dans un couloir sombre, où Misaki est terrifiée derrière un mur. En voyant son groupe, la fille effrayée court vers eux. Pendant ce temps, Haruhito note que ce labyrinthe est une zone inconnue qui interdit l'utilisation d'un rouleau de retour. Ils ne peuvent donc quitter cet endroit qu'en l'explorant complètement. Au bout du couloir sombre, il aperçoit une lumière brillante qui mène à une autre pièce. Sachant que l'autre côté pourrait abriter des boss dangereux, Haruhito reste déterminé à protéger son groupe quoi qu'il arrive. C'était l'épisode 5. Abonnez-vous pour ne pas manquer la prochaine partie et regardez la prochaine vidéo à l'écran.